introduire juste cette table ronde. Voilà, je voulais revenir à un point qui a été évoqué tout à l'heure. On voit que cette question du virage, encore une fois inclusif, est en filigrane de toutes ces journées. Et au niveau, encore une fois, international, et notamment avec la récente publication du rapporteur, de la rapporteuse, je ne sais pas si on dit. Rapporteureux de l'ONU. Rapporteuse, ça fait un peu à l'école. C'est un peu péjoratif. Je pense que c'est un lapsus. Oui, c'est ça. On va être puni à l'école. Je suis assez douée pour les lapsus, normalement. Donc, la rapporteure de l'ONU a publié, il y a fin mars, là, il y a donc 2-3 semaines, un rapport où elle n'y va pas, avec le dos de la cuillère, et donne comme recommandation très clairement la fermeture des établissements tels qu'ils existent, et donc de proposer à la place des logements adaptés avec une offre de services de proximité. Voilà, ça pour les adultes et pour les enfants, un passage vraiment au niveau de la scolarisation, avec des compétences données totalement à l'éducation nationale. Bon, pour ce qui nous concerne, on va dire plus particulièrement par rapport au public ici, alors à la fois il y a cette vision comme ça, encore une fois, très unique, très pas en nuance, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis surtout, ce qui peut un peu aussi nous mettre la puce à l'oreille sur cet avis assez drastique, c'est que dans le même paragraphe où elle évoque cette fermeture des établissements, elle dit, bah oui, par exemple, on peut saluer sur le handicap, sur les personnes qui ont des problèmes psychosociaux, la réussite du programme Housing First, qui est donc un programme qui était dédié, qui veut dire le chez-soi d'abord, traduit en français, puisque ça nous vient d'outre-Atlantique, qui s'adresse aux personnes sans abri avec des troubles psychiques importants, et donc partir du principe qu'on les héberge, qu'on leur donne un toit, et un toit pérenne, pas un accueil d'urgence, et qu'à partir de là, on peut construire avec elles un lien, les orienter vers des soins, un accompagnement social, etc., qui est bien sûr un programme très efficace et très intéressant, mais je crois que réduire ou comparer ce programme avec le secteur en France médico-social pour les adultes, c'est assez réducteur, et ça donne, je pense que ça montre qu'il a une vision peut-être aussi pas assez précise de comment s'est construit aussi notre secteur médico-social, et c'est vrai, elle le dit d'ailleurs aussi pas loin dans le paragraphe suivant, qu'on a un système de protection en France très complexe, qui est à la fois de la PCH, qui est à la fois des minima sociaux, qui est à la fois des établissements, des services, et que tout ça avec des silos, etc. Donc on peut comprendre aussi que c'est difficile d'avoir une vision un petit peu claire de ce qui se fait, et finalement d'une orientation politique. Alors en même temps, elle salue la feuille de route du gouvernement de la secrétaire d'État, Madame Cluzel, avec les grandes orientations qu'elle a données justement par rapport, et notamment par la question de l'expérimentation des territoires 100% inclusifs. Donc donc on vous propose notamment dans cette table ronde d'évoquer ce virage inclusif, et à différentes places. Je te laisse poursuivre. Oui. Alors je vais revenir un petit peu sur la présentation de nos invités rapidement, pour qu'on puisse voir un petit peu dans quel contexte vous intervenez aussi les unes et les autres. Donc, Madame Rios, vous êtes à l'ARS PACA, vous êtes en charge des personnes en situation de handicap, et on peut dire que ce département est tout à fait engagé dans le virage inclusif. Parmi les 7 priorités de santé publique inscrites dans le cadre d'orientation stratégique, l'ARS PACA a notamment inscrit la nécessité de proposer une palette de réponses diversifiées aux personnes en situation de handicap. Donc vous êtes totalement dans ce qu'on évoque depuis le début de l'après-midi, et cette nécessité de développer effectivement une palette de solutions et de réponses. Donc vous allez pouvoir nous développer ça ensuite. Et Mesdames Harel et Madame Gatté, donc vous venez du département de la Manche, département où il fait très beau aussi. Aujourd'hui, il fait très beau, voilà, je viens de le dire. Voilà. Et donc, alors c'est un département qui soutient, qui met en œuvre une politique inclusive depuis déjà de nombreuses années. Donc, il y a beaucoup d'initiatives en ce sens.
Le conseil départemental a voté début 2018 une délibération politique départementale pour une Manche inclusive. Donc on voit la volonté qu'il y a dans votre département d'aller vers cette société inclusive. Et puis donc, riche de nombreuses initiatives en ce sens, finalement, le département de la Manche fait maintenant partie des départements pilotes de l'expérimentation de la démarche territoire 100% inclusif, et ça depuis novembre 2018. Vous allez pouvoir nous développer ça un petit peu à travers ma question, donc les unes et les autres de vos places. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quelle façon cette politique nationale, justement, se traduit-elle concrètement sur les territoires ? Comment elle se met en œuvre, quelles en sont les déclinaisons possibles, quels en sont les leviers d'action pour mettre en œuvre ce virage inclusif et les leviers que vous avez sur vos territoires. Qui veut prendre la parole en premier ? Honneur à l'ARS. Au niveau de la région PACA et en tant que représentant des agences régionales de santé, c'est vrai qu'on a une politique aujourd'hui qui est très volontariste dans le cadre de cette société inclusive, où on se doit justement d'amener nos établissements à aller vers l'extérieur. On doit vraiment, ça a été dit en tout début, tout le long des différentes interventions, on est dans une adaptation de l'environnement de vie de la personne. Hein. C'est bien l'environnement qui doit s'adapter et non plus la personne. Donc, ce qui est un enjeu très très fort pour nous tous, hein, y compris dans nos conceptions du handicap, parce que c'est vrai qu'on a des définitions qui sont, et d'autant plus pour vos structures, masse femmes, foyer hein, également, mais où on est plutôt avec des typologies de public qu'on imagine n'étant pas en mesure de pouvoir vivre suffisamment en autonomie, ou sur lesquels ils ont besoin d'un accompagnement pour les actes essentiels de la vie et des soins constants. Ça, c'est un peu la définition des masses femmes. Donc c'est vrai que concevoir d'être dans une démarche inclusive, ça paraît un peu compliqué. Pour autant, il faut qu'on change tous sur notre vision du handicap. Pour ce qui est des ARS, c'est vrai que comment on accompagne ça, comment on accompagne ce changement de l'environnement, c'est avant tout déjà sortir de ce raisonnement en termes de place. Alors c'est vrai que ça ne re-questionne pas que nos pratiques, mais bien également celles des MDPH aussi, des autres acteurs hein, qui sont à même d'accueillir ce type de public, les personnes en situation de handicap. Donc c'est raisonner en réponse, en prestation. C'est vraiment du coup être dans une démarche de partenariat, de co-responsabilité, puisque qui dit réponse dit modularité, dit pluralité de réponses. Il n'y a pas une réponse, mais des réponses. Comme il n'y a pas un trajet de vie, il y a des trajets de vie. On est tous amenés des fois à se dire on prend un choix et finalement non, pour X ou X raisons, subi ou voulu, on prend le virage à droite ou le virage à gauche et on fait d'autres choix dans nos vies. Donc il faut pouvoir être vraiment à l'écoute de l'expression des choix de vie de ces personnes, de nos concitoyens hein, qui sont comme nous, hein, qui ont des droits. Donc comment on les accompagne ? Alors c'est vrai que nous en tant qu'ARS, on a, je dirais aujourd'hui, un peu deux niveaux d'intervention. Un niveau en tant qu'autorité de régulation. C'est la planification, c'est les autorisations que l'on vous donne, c'est les agréments. Donc c'est vrai que là, dans ce cadre-là, en tant qu'autorité de régulation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Essayez de diversifier les modes d'accompagnement, soyez sur la diversification, essayez d'aller hors les murs, essayez d'offrir des prestations ambulatoires. C'est encourager des réponses des organisations plus innovantes. Donc c'est vrai qu'on reste à l'écoute de projets qui viennent du terrain, notamment en termes on a des fois des projets sur des accueils itinérants, ce qui est assez pour nous, c'est un concept qu'on n'a pas nécessairement entendu, mais par exemple sur le champ des TSA, on vient nous proposer ce genre de projet. C'est les plateformes, c'est avoir une approche en dispositif. Donc ça, on essaye de le porter, de l'écouter, d'entendre ces projets-là, de les travailler et de les encourager. Et comme ça a été dit en tout début aussi, il faut expérimenter, évaluer bien sûr et voir si ce sont des projets que l'on peut ensuite modéliser et pérenniser. On intervient aussi en termes on encourage aussi l'innovation, hein, c'est-à-dire pouvoir développer la télémédecine, la téléconsultation, tout ce qui peut participer aussi à soutenir des modes de vie plus inclusifs pour pouvoir justement faire en sorte que les personnes ne soient pas seules, qu'on puisse aller vers les personnes et apporter aussi des réponses, que ce soit en santé ou sur d'autres champs.
On intervient également sur des... on nous demande de développer aujourd'hui des dispositifs adaptés, dits à visée inclusive. Donc c'est l'habitat inclusif qui a été tout à l'heure illustré. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, on est amené à devoir financer à hauteur de 60 000 € une personne qui doit pouvoir accompagner un groupe de personnes, 7-8 personnes qui veulent vivre en collectivité, mais avec beaucoup plus d'autonomie que ce qu'elles pourraient peut-être espérer en établissement, mais avec quand même une présence qui est là pour l'aiguiller. L'accompagnement aussi, des dispositifs d'emploi accompagnés aussi, qui sont des dispositifs adaptés, mais à visée inclusive, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment conforter cette inclusion, en tout cas dans la société. Et après, en titre plus, je dirais, partenarial, c'est vrai que voilà, on nous demande aujourd'hui d'être des co-acteurs, des co-responsables de ce virage avec nos autres partenaires. Alors c'est vrai qu'on a pour habitude d'avoir comme partenaires les conseils départementaux, hein, c'est historique, on a toujours travaillé ensemble, les MDPH, mais on nous demande aujourd'hui de s'ouvrir vers la Directe, la GFIP, l'éducation nationale. C'est vrai que c'était aussi un partenaire classique dans nos relations, mais voilà, on nous demande d'aller vers les bailleurs, vers les associations qui travaillent sur le logement adapté. Donc voilà, vraiment aussi des missions nouvelles pour nous, qui requestionnent aussi notre façon d'appréhender les choses et de se dire quel rôle on peut avoir, nous, dans justement toutes ces questions du logement, de l'emploi, voilà, pour accompagner au mieux les personnes. Voilà. Et puis c'est vrai que nous-mêmes, on est engagés, mais je laisserai plutôt développer et illustrer le territoire 100% inclusif. Voilà. Mais nous, voilà, aussi, on a 2 territoires qui se sont engagés, le 04 et le 05, sur le territoire 100% inclusif, qui doit pouvoir être l'illustration même de ce travail partenarial. En quelques mots. Alors justement, mesdames, à l'égalité, laquelle des deux veut prendre la parole pour nous développer un petit peu ce côté territoire inclusif et comment ça se passe du côté du conseil départemental? Vous voulez nous expliquer ça un peu? Oui, donc la Manche est un territoire qui se veut, enfin le département de la Manche, la politique départementale de la Manche se veut être au plus juste et au plus près de la personne de ses citoyens, et donc c'était une évidence de s'inscrire dans le territoire Manche 100% inclusif. Donc nous, ça s'organise déjà depuis un petit moment. Donc sur Cherbourg, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, il y a en 2016 a ouvert donc une résidence de 23 logements, dont 9 réservés à des personnes en situation de handicap moteur lourdement dépendantes. Donc ces personnes, voilà, faut parler bien fort. Et il y a une veille 24 heures sur 24, hein, gérée par le CCAS de la ville. Et donc les personnes sont seules à la maison, avec des aides quand elles ont besoin. Et c'est financé grâce à la PCH mutualisée. Donc ça, c'est ouvert depuis 2016, donc avant la démarche 100% inclusive. Et en novembre dernier, a ouvert donc sur le Coutançais, dans le centre de la Manche, famille gouvernante. Je pense qu'il faut le mettre vraiment devant, peut-être. Non. Il y en a un qui a depuis tout à l'heure. Donc toujours famille gouvernante, hein, l'habitat inclusif. Donc là, c'est en partenariat avec l'UDAF de la Manche. Ce sont 3 logements mis à disposition pour 8 personnes en situation de handicap psychique. Et puis nous avons voté donc vendredi dernier en session, hein, ce dispositif, puisque ça reste un dispositif, sera ouvert aux personnes souffrant de conduite addictive. Donc pareil, et cette aide, hein, il y a une veille 24 heures sur 24 avec une gouvernante qui est là en journée, et donc financée par une PCH mutualisée. Oui, ça sera plus simple. Et donc, je disais, en fait, on voit que vous êtes très engagé dans ce virage inclusif dans votre département. Qu'est-ce que ça change concrètement pour qu'on comprenne un petit peu cette notion de territoire 100% inclusif? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change concrètement, le fait d'être dans cette démarche? Alors, le territoire, la démarche territoire 100% inclusif, c'est faire en sorte que chaque personne, en fonction de son handicap, puisse avoir accès au dispositif de droit commun, quel que soit l'endroit où il se trouve, que ce soit au niveau du logement, l'école pour les plus jeunes, les loisirs, etc.
Donc cette démarche, elle s'organise donc depuis peu, hein, vous l'avez dit. Nous avons donc notre premier COPIL qui a été lancé en novembre avec la venue de la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Et là, nous avons 6 groupes de travail qui se mettent en place, donc sur différents champs, que sont l'accès aux droits, l'accès aux soins, la vie dans la cité, l'emploi, bien sûr, accéder à l'emploi et rester dans l'emploi, le parcours de la crèche à l'université, hein, le parcours petite enfance et parcours scolaire, et j'en oublie, être acteur dans la cité. Voilà. Donc, il s'agit et bien évidemment d'avoir dans ces groupes des représentants aussi des personnes en situation de handicap, parce que c'est un des piliers de la démarche territoire 100% inclusif. Il y a notamment 2 piliers fondamentaux que sont la participation des personnes, des usagers, bien sûr, tout simplement, parce que c'est avec elles qu'on doit co-construire nos politiques publiques, parce que ce sont elles qui savent exactement ce qu'il leur faut. Elles doivent pouvoir choisir leur projet de vie. Enfin, elles ont un projet de vie, elles doivent pouvoir nous l'expliquer, et on ne doit pas faire à leur place. On l'a fait assez longtemps. Aujourd'hui, il s'agit de faire avec ces personnes et non plus à leur place. Et le deuxième pilier, c'est, je l'ai vu tout à l'heure sur une diapo, il en était question, c'était le facile à lire, la transcription des différents documents en facile à lire et à comprendre. Donc nous, dans le département de la Manche, on en a traduit deux documents programmatiques que sont le programme départemental pour l'insertion, l'emploi et l'entrepreneuriat et le pacte territorial pour l'insertion, l'emploi et l'entrepreneuriat. On les a traduits en facile à lire et à comprendre parce qu'évidemment, notre jargon technocratique fait que ces personnes, elles sont complètement perdues. Déjà, pour un usager lambda, parfois c'est compliqué. Donc, imaginez-vous pour ces personnes qui ont des difficultés. Alors après, voilà, quelles que soient les difficultés, mais ce sont vraiment les 2 piliers fondamentaux de cette démarche. Donc là, vraiment, nous, notre volonté, notre priorité, c'est vraiment de faire avec ces personnes. Donc on a déjà des personnes qui ont intégré des instances de gouvernance, et je voudrais aussi ajouter que dans la Manche, nous sommes le premier département à avoir mis en place, suite à la loi ASV de 2015, le premier CDCA, premier Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Donc avec bien sûr des associations et des représentants des usagers. Voilà, donc c'est tout un écosystème qui va se transformer petit à petit. C'est ce qu'on souhaite en tout cas, et c'est ce qu'on met en œuvre tous les jours avec ma collègue en charge du handicap pour faire en sorte que ces personnes puissent accéder, puissent voir leurs souhaits se réaliser. Et bien sûr, en tenant compte des difficultés de chacun. Parce que si l'institution, c'est ce qui répond aux difficultés de la personne, bien sûr, on ne se l'interdit pas non plus. Et j'en profite parce que j'ai une représentante de l'ARS à ma gauche, et j'en profite pour dire qu'on a effectivement, nous aussi, un excellent partenariat avec l'ARS Normandie, mais aussi la délégation de la Manche, parce que, évidemment, nous sommes... ils sont évidemment comme vous, hein. Vous avez très bien expliqué ce qui se passe aussi sur notre territoire, et voilà, avec différents partenaires que sont la Direct, la GFIP, l'Éducation nationale, enfin voilà, je ne vais pas tous les reprendre, mais on a vraiment un excellent partenariat, et on a vraiment cette même visée, cette même ambition en tout cas, et c'est vraiment très important pour nos concitoyens qui sont en situation de handicap. Alors, c'est vrai qu'on voit bien à vous entendre que finalement, il y a quand même 2 grands changements très très importants, qui sont d'une part de mettre l'ensemble des acteurs autour d'une table et de décloisonner les acteurs qui sont de champs plus spécialisés, on va dire, et les acteurs de droit commun, et que la grande volonté et la grande ambition, c'est que tout le monde puisse construire ensemble avec les personnes directement concernées, et que tout ça se fasse avec effectivement une nouvelle philosophie, une nouvelle approche qui est finalement le cœur, le centre de la question, c'est vraiment de prendre en compte les attentes et les besoins des personnes, et ça devient un peu notre centre de réflexion finalement. Donc on voit les choses se décentrer, et on voit comment les choses évoluent.
Et pour revenir peut-être aussi à des préoccupations des personnes qui sont dans la salle, ces transformations, toutes ces transformations dont vous parlez, ça impacte directement finalement les organisations des institutions, les fonctionnements, ça impacte les pratiques des professionnels. Et donc la question qui se pose, c'est comment on accompagne, quand on est des institutions comme les vôtres, comment est-ce qu'on accompagne le changement, comment est-ce qu'on accompagne les équipes dans ce changement? On les accompagne en les formant, hein, on leur donne. Ils suivent des formations, bien évidemment. C'est essentiel. Si. Alors, on a différents niveaux d'accompagnement parce qu'on a, dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, évidemment des formations, des parcours de formation qui vont se mettre en place. Alors, pour nos agents aussi, hein, parce que, évidemment, les MDPH voient leur pratique chamboulée, oui, ça change. Hein. Et on a, par exemple, nous, dans le département de la Manche, la mise en place du nouveau système d'information MDPH qui va permettre... qui va éviter en tout cas les ruptures de parcours, on le souhaite, hein, puisque c'est l'orientation en fonction des situations des personnes et sans rupture. Et puis, avec un nouveau formulaire en même temps, le formulaire Impact, qui sera, en tout cas, qui va permettre aux personnes... Parce qu'en fait, jusqu'à présent, pour être clair, pour être un peu concret, on avait jusqu'à présent les personnes en situation de handicap qui demandaient au MDPH, en fait, voilà, on devait cocher des cases. Alors, est-ce que c'est plutôt l'âge que je demande, une RQTH, enfin voilà, une AVS, selon la situation. Alors que dans le formulaire Impact, moi je suis allée le voir quand même pour savoir de quoi ça parlait sur Internet, et ça fait 20 pages peut-être, mais c'est quand même beaucoup plus concret parce qu'en fait les personnes, elles vont pouvoir cocher des cases en fonction de ce qu'elles peuvent faire, en fonction de leur autonomie. Et suite à ça, les services de la MDPH devront pouvoir juger en équipe plurie si ça relève plutôt de la H, si ça relève plutôt d'une AVS, d'une RQTH, enfin voilà, je ne vais pas tout reprendre, mais c'est un changement aussi dans le fonctionnement des MDPH. Donc nous, on les accompagne par des formations donc pour nos agents, mais aussi ça s'accompagne de parcours de formation dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, pour les personnels aussi qui travaillent dans les masses, dans les femmes, au travers des CEPOM que nous signons, que nous engageons avec l'ARS, hein, avec ces établissements. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont réfléchies à ce niveau-là, au niveau de l'accompagnement des personnes dans les différentes structures. Et puis pour être un petit peu plus complète, si je peux me permettre, hein, au niveau des orientations, je pense, et des notifications, je pense qu'on ne doit rien s'interdire en fait. Ce qui est valable à un moment donné ne peut plus être valable à un autre. Et voilà, il faut aussi laisser à la personne le choix de faire des allers-retours, le choix de l'institution à un moment donné, le choix du domicile, et puis si ça ne va pas au domicile ou ça ne va plus au domicile, laisser le choix de revenir en institution. Il ne faut pas que ce soit figé dans le temps, surtout pas. Alors, juste pour ce qui est des personnels des établissements, déjà souligner ce genre d'initiative comme cette journée, enfin ces 3 journées, parce qu'elle a le mérite de s'adresser à tous les professionnels des établissements. Et c'est vrai que très souvent, nous, au niveau des ARS, nous sommes en contact principalement avec vos directeurs, vos présidents d'associations, et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de porter des discours devant vous. Donc c'est vrai que... il y a des formations qui sont importantes, mais il y a aussi la communication, c'est que vous puissiez aussi comprendre ce qui sont aujourd'hui nos orientations politiques, et dire que voilà, nous sommes tous engagés dans ces orientations-là, nous sommes tous collectivement responsables de ce changement. Donc ça re-questionne certes nos pratiques internes, mais ça re-questionne vos pratiques. Et voilà, donc le travail que vous portez aujourd'hui auprès de ce public en situation de handicap, il est très important, donc il faut qu'on le valorise, il faut qu'on le reconnaisse. Mais voilà, il y a un changement aujourd'hui dans l'approche de la prise en charge des personnes en situation de handicap, qui n'est plus en termes de c'est une place avec une prise en charge très sanitarisée ou en tout cas médico-sociale, telle que les instituts aujourd'hui vous l'enseignent, mais vraiment dans une optique aussi de réponse. C'est quoi une réponse? C'est cette ouverture aussi vers l'extérieur, donc ça a été souligné aussi, l'importance de... il y a des publics qui ne peuvent pas aller au dehors, faisons rentrer la société. Donc c'est une autre approche aussi de votre travail qui est pour beaucoup déjà développée, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont portées, qui ne sont pas toujours valorisées ou en tout cas mises au devant de la scène.
qui sont notamment sur tout ce qui est artistique. Nous aussi, en PACA, on connaît beaucoup d'associations qui ont de grands artistes dans leurs locaux et qui travaillent beaucoup sur cette communication autour de cet art-là. Mais on sait qu'il y a d'autres initiatives qui sont portées et mais ça implique du partenariat, d'aller au-devant d'eux, de négocier peut-être avec la commune du coin. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui vous a enseigné en première intention dans les instituts. Donc c'est vrai qu'il y a un travail au niveau national qui doit être conduit en ce sens-là. Mais il y a aussi un travail à notre niveau, de formation et d'information sur ce qui est aujourd'hui ce changement-là. Formation, j'allais dire d'impulsion aussi. Alors, avant qu'il y ait des échanges dans la salle, attends, donc je vais... juste une petite dernière question après. Non, on n'a pas le temps. Ah, on n'a pas le temps. Dommage. Peut-être souligner un point qui est très très important et qui a peut-être pas été dit de façon très explicite. Je pense aussi qu'il faut qu'on intègre aujourd'hui la logique domiciliaire par rapport, quel que soit le lieu de vie de la personne. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a toujours eu tendance à raisonner institution et puis droit commun. Mais l'institution est le lieu de vie de la personne. Donc il faut avoir une nouvelle approche qui est une approche en termes de domicile. Et c'est vrai que dans son domicile, on fait ce qu'on veut. Il y a une dame qui a souligné aussi, maintenant, on est un peu à la carte. Je veux manger à 8h, je veux manger à 7h. On connaît et on a tout à fait conscience que ça va poser des problèmes parce que quand on est sur une structure de 40, 50 résidents, concilier le cas particulier et le projet individualisé, personnalisé avec des logiques économiques et de gestion, c'est vrai, Mais il faut vraiment aussi intégrer qu'on est dans une logique domiciliaire maintenant et qu'on travaille le projet avec et pour la personne. Formidable, vous avez fait la transition. Parfait, puisque justement on va laisser la parole donc à Jean-Luc Charlot. Bonjour. Non, parce que ils m'ont demandé de préparer un truc, alors comme j'ai fait un truc, je vais vous le faire, même s'il est tard et que vous êtes fatigué et qu'on n'a pas fait de pause, etc. Le truc que j'ai préparé en fait, effectivement c'est centré sur l'habitat, mais ça part du titre déjà des 3 jours, là, l'histoire du monde transitoire, et puis de la table ronde, le virage inclusif, la transformation de l'offre. Alors forcément, tout ça, c'est quand même un peu flou, un peu confus, forcément. Même si justement, ces 3 journées, des journées comme ça, aujourd'hui, ça sert à ce qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors, moi, je me dis que un peu dans un monde comme ça, en transition, alors à la fois, si on est citoyen, si on est professionnel, comme vous, après, sûrement la plupart d'entre vous, mais on est citoyen et professionnel aussi, évidemment. Sans doute qu'il faut qu'on navigue, en fait. On a besoin de naviguer dans une période où il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Alors pour naviguer, je vais vous parler d'une navigation d'avant le GPS, d'avant les satellites évidemment. Vous savez, une navigation à la carte, à la boussole. À ce moment-là, quand on faisait ce type de navigation-là, pour fixer un cap, une direction, on prenait appui sur ce qu'on appelle un amère. Un amère, c'est un objet fixe, visible, qui sert de point de repère à la navigation, justement. Alors je vais donc commencer par ça, en fait. Par vous confier ce qui, à moi, me sert d'amère pour penser la pluralité des besoins et des choix de vie des personnes en situation de handicap. À partir de là, vous ne saurez pas forcément comment je navigue, c'est sûr, mais vous connaîtrez au moins ma destination. Et puis, sans doute aussi, je l'espère, le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et que j'ai écrit justement pour qu'il soit le plus précis possible. En tout cas, pour moi, en tout cas. On verra si c'est vrai pour vous. Donc, ce point de repère, cette amère, en fait, qui sert à ma navigation sur ces questions-là de besoins et de besoins des personnes, c'est une phrase, en fait. Une phrase de la philosophe Julia Kristeva. Elle l'avait prononcée, vous savez, au cours des travaux très longs qui avaient précédé la loi de 2005. Vous savez, la loi qui dit l'égalité des droits, des chances, la participation, la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Vous savez, c'est vraiment notre sujet. On a parlé de participation, de citoyenneté, etc., etc. Et cette phrase, elle dit ceci. Elle dit, la loi de 2005, elle parlait de la loi de 2005, ce qu'elle devrait faire, c'est d'inscrire les personnes en situation de handicap au centre du pacte républicain. Non pas comme une marge qui mériterait compassion, mais comme des personnes
des personnes ayant les mêmes droits que les autres. Alors vous savez aussi que 14 années plus tard, on n'y est pas vraiment à cette situation-là. 14 années plus tard, malgré ce qu'on a raconté, malgré ce qu'on raconte et malgré ce qu'on tente. On n'y est pas, mais moi, c'est cette intention, cette intention, ce but, c'est celui-là qu'au nom de la Fabrique Autonomie Habitat, j'essaie de contribuer, auquel j'essaie de contribuer à travers une fonction qui est d'abord celle d'habiter. Et puis une finalité qui est celle, comme tu le rappelais tout à l'heure, de faire que, en tout cas de contribuer à ce que chaque personne en situation de handicap puisse choisir et décider de son mode d'habitat. Parce qu'habiter et choisir son mode d'habitat est un des leviers, sûrement un des leviers, un des moyens. Alors il n'est pas le seul, vous allez me dire, et vous aurez raison, mais c'est quand même un des leviers fondamentaux qui permet à chacun d'entre nous, qu'on soit en situation de handicap ou pas, d'accéder à une place de citoyen. Je dis bien habiter, je parle d'habiter. Habiter, c'est plus que se loger. Se loger, c'est disposer d'un toit, d'un abri. Et on sait que certains de nos concitoyens ne disposent même pas d'un logement. Et que pour d'autres, ce logement est indigne, c'est un taudis, un logement insalubre. 600 000, disait la Fondation Abbé Pierre il y a quelques jours encore. Et puis dans cette ville-là, la ville de Marseille, ça doit résonner un peu plus peut-être depuis quelque temps. Mais ce n'est pas de ce non-logement ou de ce mal-logement que je veux parler aujourd'hui, c'est bien d'autre chose, et de cette autre chose, c'est d'habiter. Qu'est-ce qu'habiter? Alors au-delà de l'acception ordinaire, on dit que se loger, résider à telle adresse ou dans tel quartier, on dit j'habite 17 boulevard des Alliés, j'habite le 12e arrondissement de Marseille. La notion d'habiter, elle renvoie plus fondamentalement à quelque chose qui est le rapport que l'homme entretient avec les lieux de son existence. Habiter, c'est déployer son être dans le monde, dans ce monde qui va environner ce lieu d'habitat, un monde auquel on apporte une marque et qui ainsi va devenir petit à petit le nôtre, à partir de son chez-soi. Ce que je suis en train de décrire, c'est une définition possible de l'inclusion aussi. Mais le chez-soi, et ça rejoint, et on va glisser sur puisque vous étiez sur la notion de domicile, etc. tout à l'heure, le chez-soi, pour moi, c'est le territoire propre de chaque personne. Encore une fois, que l'on soit en situation de handicap ou qu'on ne le soit pas. L'architecte américain Christophe Alexander disait à propos du chez-soi que si une personne ne dispose pas d'un territoire propre, d'un véritable chez-soi, attendre qu'elle apporte une contribution à la vie collective, ça revient à peu près à attendre d'un homme qui se noie, qu'il en sauve un autre. On est toujours un peu dans les questions de navigation, vous voyez. Navigation qui se passe mal. Penser la pluralité des besoins et des choix de vie des personnes en situation de handicap, en voulant concourir à ce qu'elles deviennent des citoyens à part entière, passe donc par penser et à mettre en œuvre, pour et avec elles, des chez-soi. C'est-à-dire des formules d'habitat qui répondent à leurs besoins et à leurs aspirations à un moment donné de leur vie. Ce qui n'est pas, je vous l'accorde, une condition nécessaire et suffisante, encore une fois, pour qu'elles deviennent des citoyens. Mais c'est une condition nécessaire. Pas suffisante, mais nécessaire. Alors cette invocation nécessite sûrement une précision. À quelles conditions un chez-soi est-il véritablement un chez-soi? Alors, moi pour ça, je essaie à mettre à la discussion. Il y a au moins, pour moi, 3 dimensions qui caractérisent, ou avec lesquelles on peut caractériser un véritable chez-soi. Ces 3 dimensions sont l'intimité, la clôture et le gouvernement de son temps. Donc le chez-soi est d'abord et avant tout le lieu de l'intimité. C'est ce sentiment d'intimité qui advient au travers de la possibilité qu'on a d'approprier son espace. On le meuble, on le décore, on le range pas, à sa façon. Et on y construit, vous savez, souvent ce paysage personnel d'objets, parce que voilà, c'est telle chose qu'on a chiné à tel endroit, le truc de la grand-mère, etc., etc. Mais pour que cet espace devienne véritablement le lieu de l'intime, il doit pouvoir être celui de ses secrets, de sa vie familiale et domestique, de ses arrangements privés qui sont parfois inavouables, mais il faut qu'on puisse avoir un endroit pour les stocker, ces éléments-là. Alors faire de ce chez-soi, c'est dur, faire de ce chez-soi un lieu de l'intime, et ce qui fait que le moi peut s'y recueillir, et une condition, comme dit le philosophe Lévinas, pour que l'homme puisse se tenir dans le monde, à partir d'une demeure, où il puisse s'y retirer également. Deuxième dimension, c'est la clôture. La clôture est également nécessaire pour qu'il existe un chez-soi. Car le chez-soi, ça a à voir évidemment avec le sentiment de sécurité.
Être chez soi nécessite en conséquence de pouvoir contrôler qui peut entrer chez soi. Vous savez bien, on fait tout ça, on accueille un certain nombre de personnes chez soi. Et puis à certains endroits, le salon, peut-être dans sa chambre, peut-être, etc. Certains, on leur refusera l'entrée de ce chez soi. Et puis d'autres, ils sont simplement accueillis sur le seuil. Et donc c'est cette dimension de clôture qui est importante. La clôture, c'est la porte essentiellement. Hein, c'est ce qui est matérialisé par la porte. La porte, c'est cet espace, l'injointure entre son espace intérieur et puis l'espace extérieur. Mais cette porte, elle doit pouvoir être franchie par l'occupant du chez-soi. En fait, la possibilité d'ouvrir la porte, d'ouvrir sa porte, et de pouvoir la franchir quand on le souhaite, à n'importe quel moment à laquelle on le souhaite, en gros, c'est la distinction qu'on peut faire entre l'hospitalité et la prison. Et quand on observe certaines formules d'habitat ou certains lieux d'hébergement, cette distinction, elle ne semble pas toujours aller de soi. Le chez-soi, enfin, c'est le lieu où on peut gouverner son temps. Gouverner son temps, c'est aussi une des conditions de la maîtrise de son intérieur, mais aussi de sa manière subjective d'habiter. C'est aussi une des raisons importantes pour lesquelles des personnes en situation de handicap qui aspirent à habiter chez elles, quand elles habitent dans leur famille ou dans un établissement médico-social, où leur temps est pour partie décidé et organisé par d'autres, c'est souvent une de leurs motivations principales, pouvoir avoir un espace ou pouvoir gouverner son temps. Donc ces trois conditions, pour moi, elles constituent la possibilité d'une conscience d'habiter en intimité avec soi-même, ainsi que la possibilité d'un espace de connaissance de soi, de ses capacités et de ses responsabilités. Pour résumer, pour reprendre une réflexion que j'emprunte à un auteur qui s'appelle Jean-Christophe Bailly, on peut affirmer que la maison, le chez-soi, tel que c'est précisé, n'est pas le repli, même si elle doit le devenir ou le rester. La maison, le chez-soi, est aussi l'unité de ce possible déploiement pour celui ou celle qui habite. L'unité d'un possible devenir citoyen, justement. Et le lieu à partir duquel un nouveau champ de possibles s'ouvre. Alors, ceci étant précisé, penser la pluralité des besoins et des choix de vie des personnes en situation de handicap, et je conclurai mon propos sur ce point, nous indique les chantiers qui sont devant nous. Les chantiers de cette transformation, le comment on va le faire. Tout le monde est à peu près d'accord sur... quoique, est-ce qu'on est vraiment d'accord? Mais en tout cas, on a le cap, mais comment on navigue, et jusqu'où on navigue, et comment on fait. Alors, pour moi, au moins, je ne vais pas préciser tous les chantiers, mais il y a au moins quelques chantiers. Une des conditions, et je reviens là-dessus, du libre choix des personnes, de leur mode de vie et d'habitat, et pour que ça puisse exister, c'est qu'il existe effectivement une diversité, une pluralité de formules d'habitat, dont l'une au moins puisse correspondre à un moment donné de sa vie aux besoins et aux aspirations d'une personne. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, on en est loin. Entre trois possibilités, je suis dans ma famille, je suis dans un logement indépendant avec peut-être pas forcément tous les étayages, les accompagnements nécessaires, ou je suis dans un établissement médico-social. On voit bien qu'il y a une foultitude de possibles à inventer, et c'est cette invention-là qu'il faut imaginer, et c'est ce chantier-là qui est devant nous, me semble-t-il, quand on parle de transformation de l'offre, etc., etc. Et pour moi, ça passe par une démarche que j'ai nommée par ailleurs bricolage social local. Alors bricolage parce que il s'agit d'arranger quand même ingénieusement les différents éléments constitutifs d'une solution d'habitat. Qu'est-ce qui fait une solution d'habitat? C'est un bâti, bien sûr, qui doit être adapté, qui doit être évolutif, qui doit permettre, je l'ai dit, de rentrer et de sortir de chez soi, puisque c'est une des conditions de ce chez soi-là. C'est un environnement paysager et social, vous connaissez tous ces formules d'habitat où on peut sortir, on a de magnifiques appartements, magnifiques logements, etc. Mais finalement, on ne peut pas sortir de l'immeuble parce que la porte est trop importante, parce que la pente, vous connaissez toutes ces conditions-là, et puis parce que l'environnement social n'est pas très accueillant. Et puis, troisième dimension de l'habitat, c'est le mode de vie qu'on va choisir. On peut choisir à un moment donné de vouloir un mode de vie très indépendant, à un moment donné d'avoir un mode de vie avec des dimensions plus collectives. Tout à l'heure, on évoquait les solutions de colocation. Il y a des solutions très communautaires aussi, et des gens peuvent à un moment donné avoir envie de vivre dans des solutions très communautaires. Et puis quatrième dimension qui constitue un habitat, et c'est tous ces éléments-là,
qui constitue véritablement l'habitat, c'est effectivement tout ce qui va être nécessaire pour que ma situation de vie dans cet habitat, dans ce chez-soi, soit sécurisée, digne. Et donc c'est tout l'accompagnement, l'étayage qui est nécessaire à ça. Et c'est cet agencement de ces 4 dimensions-là que j'appelle, qui nécessite en tout cas une démarche que moi j'appelle de bricolage social local. Ça veut dire que on va vers une invention de solution. La solution sera toujours singulière. Ça s'oppose à la définition ou à ce qui peut être souhaité, passer, parce que ça irait plus vite. C'est-à-dire, on a imaginé, on va la visiter, ça se fait beaucoup, on va voir ce qu'ils se font, on peut aller voir ce qu'a fait Tandicoire, on peut aller voir la résidence Tiamo que vous évoquiez à Cherbourg en Cotentin tout à l'heure, on peut aller voir, etc. Et puis se dire, ah oui, c'est ça exactement qu'on veut faire. Non. Si on veut réimplanter une solution qu'on a déjà vue quelque part et la réimplanter exactement même dans un autre endroit, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Et donc le bricolage social local, c'est une démarche qui va d'abord travailler à qualifier les besoins avec les personnes concernées ou les futurs habitants. Alors, les personnes sont des potentiels habitants, ou ils sont des futurs habitants, ou etc. Et on va travailler avec eux à définir véritablement les qualités qu'ils attendent de leur futur habitat, sur les 4 dimensions que j'évoquais tout à l'heure. Le bâti, l'accompagnement, l'environnement paysager social, et puis la configuration de vie. Et ce processus-là, que j'appelle donc qualification de besoins d'habitat, il faut le faire dans chaque territoire, dans chaque endroit, etc., à l'initiative des personnes, à l'initiative de professionnels qui aussi peuvent accompagner à ce moment-là les personnes, ou, comme on le fait aussi dans un certain nombre d'endroits, avec les parents, les proches, etc., qui se mobilisent. Mais on est bien sur la question de l'invention. Je pense qu'aujourd'hui, la phase sur laquelle on est, je pense que si j'en revenais, mais je ne reviendrai pas dans 20 ans, moi, mais je pense que si vous refaites quelque chose comme ça dans 20 ans, avec un bilan, évaluation, et que, voilà, on ne se poserait pas les mêmes questions. Il faut inventer. On a une possibilité d'invention avec les personnes, selon la démarche que j'ai évoquée. Je vais finir là-dessus pour laisser du temps à l'échange, mais vraiment, ne soyons pas sur la reproduction de solutions parce qu'elles nous paraissent intéressantes, pertinentes, etc. C'est ce qu'on a quand même fait globalement depuis dans les périodes précédentes, on va dire. Et donc là, on a un champ de possibles, un champ d'invention sur lequel on se trompe, on fera des erreurs, on se trompera, etc., sans doute pour partie, mais aussi des vrais miracles se produiront à condition qu'on ait ces 2 conditions-là, c'est-à-dire du bricolage social, et n'ayons pas peur d'avoir cette invention locale-là, et 2, la qualification des besoins, le travail de qualification des besoins, c'est-à-dire de définition avec les personnes elles-mêmes des qualités qu'elles attendent de cet habitat-là. J'en arrête là. Merci beaucoup.